Monsieur le Premier ministre, Monsieur le maire, Monsieur le doyen, bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis de l'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du collectif en conseil augmenté WIV, de la compagnie de Falsbourg, constructeurs, développeurs et promoteurs immobiliers, ainsi qu'avec le partenariat du journal La Tribune. Au premier temps de la valse, rendue presque inaudible par les trompettes mitterrandiennes, une voix s'élève au sein du Parti socialiste. Modérée, progressiste et détonnante, elle peinait déjà à se faire entendre. Et le parti qui bat la mesure, le parti qui mesure mal l'ambition du jeune Manuel né sous le soleil de Catalogne. Naturalisé français à 20 ans, vous obtenez votre bac L avec la glorieuse note de 5 sur 20 en français. Bien plus investi dans la politique que dans les études, vous menez très tôt des actions syndicales et vous engagez à l'âge de 17 ans au sein des jeunes socialistes. Votre licence d'histoire terminée à 24 ans vous donnera apparemment toute légitimité pour conseiller Michel Rocard aux affaires étudiantes. Proche de celui-ci, vous faites preuve d'un goût précoce pour les seconds rôles. Attaché parlementaire, élu local puis député, vous avez fait vos classes au parti et non pas sur les bancs des grandes écoles. Et puisque vos vrais diplômes sont politiques, l'on comprend mieux votre attachement à un parti qui fut le véritable moteur de votre réussite. Mais il faut croire que l'amour ne rend pas toujours aveugle. Car en voulant libérer votre famille politique de sa fresque idéologique, vous n'hésitez pas à marcher sur les pieds de certains de vos camarades. Vous meniez alors la danse du renouveau. Vous montez toujours plus haut, jusqu'à effleurer le sommet présidentiel depuis votre poste de Premier ministre. L'Olympe restera pourtant inaccessible. Voilà qu'un autre Emmanuel émerge. Il a 2 lettres de plus au prénom, le E et le M. C'est celle de l'audace qui vous aura manqué. Contrairement à vous, il peut s'émanciper d'une famille à laquelle il doit bien peu pour former son propre mouvement. Jupiter a gagné. Il faut dire qu'à préférer la refonte collective à l'aventure personnelle, votre échec est empreint d'une certaine grandeur tragique. Loin de sacrifier votre carrière à la modernisation du parti, vous pensiez que votre épopée devait se confondre avec la sienne. Mais c'est oublier qu'en France, l'histoire est forgée par des coups d'éclat individuels. Les Français attendaient leur figure providentielle. Face aux partisans, face aux laquais, c'est l'énarque qui deviendra monarque. Votre fidélité au parti se noie dans les regrets envieux d'un succès que vous n'aviez su qu'imaginer. Fils du parti, voilà cependant qu'à votre tour, vous déterrez les pavés de la rue Solferino pour battre le cadavre de votre père adoptif. Vous commencez par soutenir Emmanuel Macron et finissez carrément par quitter le PS pour rejoindre la République en marche au sein de la majorité parlementaire. Véritable Brutus avec un temps de retard, votre main ne tremble pas au moment de commettre un parricide. Vous poignardez aussi bien votre propre parti que les libertés individuelles. Vous êtes effectivement un chef d'orchestre intransigeant et énergique qui n'hésite pas à mouiller la chemise et dont le répertoire semble plus tenir de la marche militaire que de la sérénade. Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler la musique, disait Platon. Pour vous, pas de doute. Il convient de se mettre au pas et d'être prêt à sacrifier sa liberté sur l'autel de la sécurité. Aux commandes, en tant que ministre de l'Intérieur puis Premier ministre, vous nous jouez une version antagoniste du poème épique de mai 68. Il est désormais interdit de ne pas interdire. C'est donc en toute logique qu'en 2013, grand défenseur que vous êtes de la liberté d'expression et d'opinion, vous menez campagne, tambour battant contre les spectacles de Dieudonné. Avec les succès que l'on connaît, puisque, bien entendu, depuis, Dieudonné s'est repenti et l'antisémitisme n'existe plus. Le virage sécuritaire de la gauche, c'est vous. L'état d'urgence est décrété à la suite des attentats de novembre. Vous annoncez des mesures exceptionnelles de surveillance et la population, ainsi que le déblocage de 425 millions d'euros dédiés à la lutte contre le terrorisme. Le rapprochement entre la gauche et le patronat, c'est encore vous. Votre ennemi, c'est pas la finance. Au contraire, vous avez droit à une standing ovation du MEDEF lorsque, aux côtés d'entrepreneurs français, vous déclarez fougueusement « J'aime l'entreprise » et militez pour une baisse de la fiscalité. Mais les actes et les paroles ne s'accordent pas toujours chez vous. Il suffit de jeter un coup d'œil à la feuille d'impôt des citoyens de votre ville d'Évry. Cette dernière a explosé suite à une gestion peu rigoureuse de la municipalité, épinglée par la Cour des comptes. Mesures sécuritaires, promesses non tenues.
Il n'en aura pas fallu plus pour séduire Nicolas Sarkozy, qui vous propose un poste dans son gouvernement. Promotion que vous refuserez, tant l'ouverture au centre était de mauvais goût pour l'époque. La gauche, qui ose plonger dans le débat ô combien houleux de l'islam en France, c'est encore et toujours vous. Votre posture est intraitable et singulière au sein même de votre propre parti. Et vous n'hésitez pas à critiquer Benoît Hamon pour sa supposée proximité avec l'islam radical. Même après votre échec aux primaires, vous ne désespérez pas et continuez votre croisade pour la laïcité et contre l'islamisme, fustigeant l'islamo-gauchisme de la France insoumise et appelant à s'attaquer aux problèmes de l'islam en France. Toujours est-il qu'un tel discours est surprenant, venant de celui qui appelait à former un front républicain et à ne pas faire le jeu du FN. D'aucuns diraient donc que c'est une valse particulière que vous nous dansez. Un pas à gauche, puis deux pas à droite. Pas étonnant de vous voir, suite au naufrage socialiste des présidentielles de 2017, tenter de rejoindre désespérément le radeau En Marche, au risque de se retrouver en marge. Aujourd'hui, on vous dit sage, mais pas résigné. Ayant envoyé valser vos attaches du passé, votre destin reste à forger. Pourtant, une interrogation demeure quant à la tournure qu'il pourrait prendre. Tandis qu'Emmanuel Macron occupe l'espace au centre, les oppositions se polarisent à droite comme à gauche. Membre d'un parti où votre nom dérange, quelle place pouvez-vous encore occuper? Quel mouvement vous reste-t-il à porter? À l'heure de faire un bilan, nous peinons à vous placer sur le nouvel échiquier de la vie politique. Une hypothèse émerge toutefois, celle de faire de la République en marche le parti socialiste pragmatique dont vous avez toujours rêvé. Sans doute cherchez-vous à consolider les bases d'un parti qui, certes, ne sera jamais le vôtre, mais qui pourrait bien rester à l'image de vos convictions. Enfin, il y aurait en France un parti de gauche libéré du vieux socialisme. Après tout, ce que nous appelons une rose sous un autre nom sentirait tout aussi bon. Et puisque la lumière ne daigne plus vous éclairer, c'est dans l'ombre que vous œuvrez à marquer l'histoire. Oui, il se pourrait bien que le rideau ne soit pas encore tiré sur cette valse à mille temps. Et mardi de l'ESSEC, vous souhaite à toutes et à tous un excellent débat. Bonsoir Manuel Valls. Bonsoir. Déjà, merci d'avoir accepté notre invitation. Avenir de la gauche, ambition personnelle, laïcité, sécurité, ce sont les thèmes que nous allons aborder avec vous ce soir. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez exercer votre droit de réponse à la présentation qui vient d'être faite de vous. Non, d'abord, bonsoir à tous. Merci pour votre invitation. C'est un plaisir de retrouver cette école, puisque vous m'aviez invité, enfin, pas vous, vos prédécesseurs, il y a déjà quelques années. Non, la seule remarque, je pourrais en faire beaucoup, mais ce n'est pas le jeu, et puis c'est piquant, et puis il faut l'admettre, il y a toujours un regard. Non, mais c'est sur la gestion des bris, parce que les impôts n'ont pas explosé, et la Cour des comptes n'a jamais, ou la Chambre régionale des comptes n'a jamais fait de telles remarques. Donc ça, comme maire, pendant 11 ans, je défendrai toujours la gestion et l'action qui a été la mienne. Mais pour le reste, non, je laisse ça à la sagacité du public, et entamons le débat. Merci. Alors, je vais vous demander de bien vouloir vous tourner vers cette photo, qui est projetée ici aussi pour le public. Ça fait peur, hein. Nous sommes en 1993. Michel Rocard, premier secrétaire du Parti Socialiste, est entouré de son équipe. Ils sont tous là. Benoît Hamon, Jean-Christophe Cambadélis, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Moscovici, Claude Barthelone et vous, Manuel Valls. Entre-temps, vous avez tous pris des chemins très très différents. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et vous oubliez Jean Glavany, Geneviève Domenech-Chiche que vous connaissez moins, et Pierre Dufour, voilà, autour de Michel Rocard. Ben, c'est l'histoire qui s'est terminée. C'était bien dit d'ailleurs, moi ma vie c'est un engagement pour Michel Rocard d'abord, puisque j'ai adhéré au Parti Socialiste quand j'avais 18 ans en 1980 pour défendre sa candidature à l'élection présidentielle, pour sa vision d'une gauche et d'un socialisme profondément réformé, mais cette histoire aujourd'hui, ce cycle est terminé. Et donc des militants, des responsables politiques qui avaient choisi François Mitterrand, ou Michel Rocard, ou Pierre Mauroy, ou Jean-Pierre Chevènement, qui s'étaient retrouvés dans ce qu'on appelle le Parti Socialiste d'Épinay, tout ça c'est l'histoire, la réunification de tous les courants socialistes de 1971, et ça a été utile à la société, c'est ce qui amène la victoire de 1980, et avec des transformations importantes pour le pays. Ce cycle, de mon point de vue, je le dis vraiment modestement, ce cycle est terminé. Donc quand il se termine, il a été précédé ou suivi par des itinéraires différents.
Mais ce n'est pas un cycle français qui se termine. Je pense que c'est la social-démocratie en tant que telle qui vit la fin d'une histoire. Et je ne sais pas encore comment elle peut ou elle pourra se reconstruire. Mais moi, je ne vis jamais avec l'amertume, ni avec la rancœur. Et donc, je garde, malgré tout, de bons souvenirs. Ça a été une époque difficile, c'est vraiment pour les historiens, parce que Michel Rocard, pour qui j'avais beaucoup d'affection, a pris la tête du Parti Socialiste dans des conditions très difficiles après la défaite des législatives de 1993. Et j'ai vu, au fond, la fin du destin présidentiel de Michel Rocard en 1993, en 1994. C'était pénible, même d'un point de vue personnel, pour celui qui l'accompagnait déjà depuis un certain nombre d'années. Ce que je remarque, c'est que certains d'entre nous avaient beaucoup de cheveux et des cravates improbables. Mais la question que l'on se pose en voyant cette photo, c'est est-ce qu'à l'époque, vous étiez déjà représentatif de différents courants de pensée de gauche, ou bien est-ce que vous êtes tous l'illustration qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis? D'abord, c'est étrange, mais il n'y a que les politiques qui n'ont pas le droit de changer d'avis. On change d'avis, on se trompe, on change d'avis, la société évolue. Quand cette photo est prise, le portable existe à peine ou n'existe pas, Internet est à peine une idée. Bon, donc le monde est certes globalisé depuis un moment, mais on est 4 ans seulement après la chute du mur de Berlin. Enfin, bon, donc oui, vous avez une surreprésentation des trotskistes sur la photo, ça c'est assez étonnant, en tout cas pour 2 d'entre eux. Lesquels Non, mais c'est Cambadélis et Mélenchon, il n'y a pas de secret. Mais François Mitterrand est encore président de la République à ce moment-là. Je le dis en pensant à Jean Glavany. Oui, donc il y a déjà des courants politiques. Là, c'est une direction du Parti Socialiste assez étrange. Elle s'est mise en place après la défaite de 93, où le Parti Socialiste se retrouve avec 50 députés déjà. Et en plus, c'est une défaite, au fond, c'est la fin du cycle de Mitterrand. 93, c'est les affaires de financement des partis politiques, c'est l'affaire terrible du sang contaminé. Voilà, c'est une page qui se tourne, mais nous n'avions jamais pensé à ce moment-là que nous pouvions disparaître. Et d'ailleurs, 2 ans après, Lionel Jospin sera qualifié pour le 2e tour de l'élection présidentielle et ça lui permettra ensuite de gagner les élections législatives en 97. Donc, vous êtes sur des cycles politiques plus classiques. Quant à moi, je me construis politiquement. J'ai une 30aine d'années. J'étais au cabinet de Michel Rocard. Je suis implanté à Argenteuil depuis 88 avec... je construis aussi ma vie personnelle, ma famille, et de la banlieue parisienne et d'Argenteuil, j'apprendrai à peu près tout sur les questions de sécurité, la politique de la ville, le surgissement de l'islam dans notre société, les affrontements de bandes, la question du logement social, la fin du communisme municipal, l'apprentissage du militantisme. C'est une école de la vie. Ça en vaut d'autres, donc j'apprends. Mais l'idée d'être ensemble, à ce moment-là, n'est pas étrange. Jean-Pierre Chevènement a quitté le Parti Socialiste, cependant, depuis quelques mois, qu'il y a eu des accords sur l'Europe. Enfin, là, on est en train de faire de la préhistoire. En 2008, vous écriviez « Pour en finir avec le vieux socialisme et être enfin de gauche ». Concrètement, c'est quoi la gauche aujourd'hui? Mais la gauche est toujours... Enfin, d'abord... c'est un livre d'entretien avec Claude Askolovitch où je disais notamment qu'il fallait changer de nom. Voilà, il fallait changer. Je considérais que le mot socialiste ne voulait plus dire grand-chose. C'est une belle utopie. Et je disais d'ailleurs même que le mot parti devait être transformé parce que. Mais c'était dit assez justement. Je n'ai pas eu forcément, moi, l'audace d'aller jusqu'au bout et l'audace qu'a eu Emmanuel Macron, mais qui, lui, n'était pas tenu par une vie militante et un engagement depuis, et un rapport à une formation politique. Ça, c'est mon histoire, ça n'est pas la sienne, et c'est ainsi. La gauche, elle est toujours là. L'affrontement ou la concurrence entre le conservatisme, le progressisme, la droite, la gauche, je pense que c'est des notions qui existent toujours. Vous êtes de gauche? Oui, moi je suis de... Mais on pose toujours cette question, parce que si être de gauche, c'est
C'est être pour l'État qui s'approprie des moyens de production, ne pas regarder les problèmes de sécurité en face ou de laïcité, ne pas voir la rupture qu'il y a entre les élites et le peuple. Bon, alors oui, alors on peut être de gauche à l'ancienne, mais moi c'est mon engagement, c'est la gauche, et en même temps, bon, incontestablement, c'est des notions aussi avec les alternances à répétition et avec le monde tel qu'il est. Ce sont des notions qui ont évolué, mais vous avez d'autres combats. Je pense qu'il y a un combat brutal, frontal, entre la démocratie et une forme d'autoritarisme, voire de totalitarisme aujourd'hui dans le monde, et même en Europe, avec ce qui se passe en Hongrie ou en Pologne. Hein. Voilà, c'est une manifestation de lycéens, donc là c'était l'occasion de sortir du lycée, c'était une grève pour les profs de gym, hein, vous voyez, donc ça... J'avais dit à mes parents que j'étais en cours, malheureusement cette photo était sortie à la une de Libé du matin, donc ils avaient été un peu surpris. Toujours selon vos propres dires, avant tant être de gauche c'est vouloir changer le monde, à 45 ans le rendre vivable, et aujourd'hui à 55. Merci pour l'âge. Truc que vous ne feriez jamais, hein, une fille. Maintenant, si. Vous êtes capable de tout. C'est mieux ça. Franchement, dans les poncifs, entre la valse et l'air espagnol en arrivant, ça ne m'a pas échappé. Vous avez fait fort. Je n'ai jamais, enfin, je lui écris, etc. Moi, il se trouve que je suis d'une famille, mon père est espagnol, une famille républicaine, catalane, catholique, il a vécu comme gamin la guerre d'Espagne, mais marqué, et c'est ma construction personnelle, par l'antitotalitarisme, antifasciste bien évidemment, antifranquiste, mais aussi très anticommuniste, très antistalinien. Et mes lectures, c'est évidemment Yankelevitch quand il s'agit d'analyser la Shoah, et le crime imprescriptible des nazis, et contre l'humanité, mais c'est aussi Koestler, c'est aussi Solzhenitsyn, c'est aussi Bernard-Henri Lévy et les nouveaux philosophes dans les années 70, et donc c'est ça qui forge ma conscience politique. C'est pour ça que j'adhère au Parti Socialiste, parce que je me sens progressiste, et en même temps, à gauche, c'est le Parti Socialiste pour moi, c'est pas l'extrême gauche, le trotskisme ou le communisme, qui est déjà déclinant. Mais je suis déjà un social-démocrate. Moi, mes références, c'est Rocard, c'est un jeune Felipe González en Espagne, c'est Willy Brandt en Allemagne, et le geste qu'il a fait devant le ghetto de Varsovie. C'est pas Mitterrand, c'est pas Chevènement. Donc, voilà, donc j'ai jamais été un révolutionnaire. Donc, changer le monde, oui, on a tous envie de changer, mais j'ai jamais cru à la révolution et à la brutalité pour changer le monde. J'étais déjà très, très réaliste, et j'ai changé, je me suis trompé, bien évidemment. J'ai dit comme d'autres des bêtises, vous les trouverez, mais maintenant on trouve tout, c'est ça le problème. Mais depuis 1980, depuis mon engagement, je considère que j'ai gardé une cohérence. Alors oui, est venue l'idée républicaine, les questions de sécurité, les notions de nation et de patrie, mon admiration pour Clémenceau, c'était pas évident sans doute à ce moment-là, mais voilà, c'est cet engagement, et j'ai appris les photos avec Rocard de l'université d'été des Arcs, puisqu'on avait fondé les jeunes rocardiens. On a toujours été jeunes quelque part, voilà, avec Rocard, qui était l'espoir d'une gauche moderne à ce moment-là. C'était une belle photo. Parlons maintenant gauche au pouvoir, si vous le voulez bien. Je vous cite, « On a échoué quand le président sortant ne peut même pas se présenter, que son Premier ministre est battu par un membre de l'aile gauche de son parti, que celui-ci obtient 6% des voix au premier tour de la présidentielle, que le PS passe de 300 à 30 députés, c'est un échec. » Vous qui défendiez corps et âme le bilan de François Hollande pendant la primaire, avez ces mots très durs quelques mois plus tard. Oui, enfin, très lucide, très réaliste. Si vous vous rendez compte, si j'avais dit tout ça a conduit à un vaste succès. Non, bien sûr, mais ça reste quand même très très difficile. C'était quoi l'échec? C'était les revers électoraux ou c'est l'entièreté de ces 5 années socialistes? Bon, mais nous sommes ici dans une
l'université, dans une grande école. Le temps nous est permis, donc avec un peu de réflexion, même s'il ne faut pas que ça soit lugubre et nostalgique. Mais les conditions de l'élection de François Hollande en 2012, je ne parle même pas de la primaire et du fait que cette primaire a lieu dans des conditions qui n'avaient pas été prévues, c'est-à-dire la sortie de route, si vous me permettez l'expression, de Dominique Strauss-Kahn, et qui amène François Hollande, qui bat Martine Aubry, qui amène François Hollande d'ailleurs contre l'avis d'une majorité des cadres de sa propre formation politique, avec l'antisarkozysme, qui a d'ailleurs permis au Parti socialiste, pendant plusieurs années, de gagner toutes les élections locales, mais sans jamais véritablement se remettre en cause et préparer l'exercice du pouvoir. Et donc, les contradictions à partir de 2012, la crise économique qui est plus violente de ce que pensait François Hollande, le terrorisme, bien évidemment, avec le premier acte important de François Hollande d'intervenir au Mali en janvier 2013, le débat sur l'Europe qui n'avait jamais été purgé. Bref, vous prenez tous ces sujets-là, et le Parti socialiste ne les avait pas traités, préparés, tranchés. Et donc le quinquennat, d'une certaine manière, je vais vite, ne pouvait pas être une réussite. Après, il y a des ingrédients personnels, d'incarnation de François Hollande, de gestion d'événements, d'incapacité à se comporter au bon niveau de la part des fondeurs. Mais c'est de toute façon, sur le fond, les éléments de la crise nous heurtent de plein fouet, mais c'est pareil en Espagne, et c'est pareil en Allemagne avec un SPD qui, dans les enquêtes d'opinion et même dans les résultats, est à moins de 20%. Donc, c'est des ingrédients qui sont décuplés en France de par la crise politique ou notre système électoral. Mais ce qui devait arriver, arrive. Pour ce qui me concerne, je ne regrette rien. Enfin, gouverner la France, c'est un incroyable honneur. Vous rappeliez, il y a mon parcours, je suis né à Barcelone, naturalisé, je ne suis pas l'enfant d'immigrés, je suis un enfant d'une famille d'artistes, mais il n'y a qu'en France où on peut avoir ce type de parcours. Et quand on se retrouve ministre de l'Intérieur ou chef du gouvernement, c'est pas un enfer, c'est un honneur, et ça a été pour moi des années extraordinaires, dans tous les sens du terme. Donc oui, l'échec politique est là. Et en même temps, c'est le cas de le dire, tout ça a aussi produit Emmanuel Macron. Et je préfère que ce soit Emmanuel Macron, c'est pour ça que je l'ai soutenu. Il n'y a aucune trahison, il n'y a aucun motus dans cette affaire-là. Je préfère que ce soit Emmanuel Macron que François Fillon ou Marine Le Pen. Malgré tout, pour la France, et pour y compris les idées que je défends depuis longtemps, cela me paraît être la voie la plus extraordinaire, là aussi, qui a été inventée ces derniers mois. Mais donc, vous pensiez pouvoir éventuellement changer le destin de ce quinquennat, sachant que vous aviez le sentiment que c'était écrit? Non, mais ça, je le réécris maintenant, parce que je réponds à vos questions. Quand vous êtes dans l'action, vous ne le pensez pas. Non, il y a eu un événement politique majeur. C'est que le président de la République sortant, qu'il le pouvait, ne s'est pas représenté. Et ça, on tue le roi d'une certaine manière. Ou le roi décide de ne pas être candidat lui-même dans cette représentation de la Ve République. Mais oui, vous avez sans doute, moi je suis un combattant, et donc à partir du moment où François Hollande ne se représentait pas, vous vous rendez compte si en plus moi j'y allais pas, enfin ça n'avait pas de sens. Mais c'était, au fond, je m'en suis aperçu très vite, un combat impossible. Mais c'est ainsi, impossible pour moi, et impossible pour le vainqueur de la primaire aussi. De toute façon, le système était tel que soit ça penchait vers Mélenchon, soit ça penchait vers Macron. Donc le chemin était très difficile. Vous parliez des responsabilités personnelles de François Hollande. Votre relation avec lui n'a pas toujours été au beau fixe. Vous racontez d'ailleurs que ce n'est pas lui qui vous a annoncé que vous deviendrez Premier ministre, mais votre prédécesseur, Jean-Marc Ayrault. Je vous cite, « Il était comme ça, il avait du mal à dire les choses ». Oui, mais ça, c'est j'ai des désaccords avec François Hollande avant, dans les années 2000, sur la question européenne ou sur la conduite du Parti socialiste. Et en même temps, après j'avais un rôle très important pendant la campagne, c'est de m'occuper des nœuds de cravate de François Hollande. C'est un échec d'ailleurs.
absolue. Mais après la primaire, mais il se trouve que moi, j'ai été très loyal toujours. C'est-à-dire que, par exemple, au sein du Parti Socialiste, je me suis battu, je n'étais pas d'accord avec le traité constitutionnel de 2004-2005. Les militants socialistes ont voté pour le oui, j'ai accepté leur discipline. Après la primaire de 2011, eh bien, j'ai intégré l'équipe de François Hollande, j'ai pris une place très importante, qui m'a sans doute conduit au gouvernement après. Et comme Premier ministre, mais dans le respect là, des institutions, au-delà du lien personnel du ministère François Hollande, mais comme Premier ministre, j'ai été loyal, parce que c'est ma vision des choses. Après, lui, il a son caractère, il a sa manière d'être, mais je fais attention, parce qu'il a été président de la République. Et moi, je fais très attention à l'institution. J'ai jamais participé, même si peut-être ça m'est arrivé, mais que ce soit vis-à-vis de Nicolas Sarkozy, évidemment vis-à-vis de François Hollande, parce que c'est ma famille politique, je respecte la fonction et je respecte aussi l'homme. Et dans le débat public de ces dernières années, ce débat public et les responsables politiques qui ont les politiques qui ont leur responsabilité, on a abaissé le débat. De ce point de vue-là, je pense que Emmanuel Macron a raison. Je ne sais pas si le mot Jupiter est le bon. De toute façon, Jupiter est obligé de descendre de l'Olympe et d'aller rencontrer les hommes, les êtres humains. Mais puis nous sommes dans une démocratie, faisons attention. Mais en même temps, je crois aussi au respect, à la distance nécessaire pour préserver la fonction. Mais les responsabilités ne sont pas uniquement celles de François Hollande, elles sont collectives et j'y ai forcément ma part. Justement, donc vous avez parlé de ce problème communicationnel de François Hollande. Est-ce que c'est pas aussi ce qui a péché pour vous, ce manque de communication envers les Français, notamment avec la loi travail, qui a sûrement été mal comprise, surtout quand il a fallu la faire passer de force? Là, c'est de la surcommunication pour ma part. Oui, bien évidemment. Quand moi j'arrive comme Premier ministre, il faut toujours se rappeler que 3 mois avant, François Hollande a opéré un tournant majeur sur la politique économique, avec le pacte. Ça c'est rare comme photo. Il y a quelqu'un qui devait faire rire. Bon, donc, je ne sais pas qui. Le jour où je vous parlerai de nos relations. Mais il y a un tournant économique. C'est-à-dire les 2 premières années sont marquées par une hausse de la fiscalité sur les ménages et sur les entreprises, qui fait suite aux hausses de la fiscalité du quinquennat précédent, pour répondre à la crise économique et financière de 2008. Et on atteint une rupture civique. Profonde, ce qui explique le désastre municipal pour les socialistes en 2014. Et François Hollande fait un choix juste, qui est le pacte, le CICE, le soutien à la compétitivité, dont nous avons aujourd'hui les résultats économiques. Et moi, comme Premier ministre, j'arrive 3 mois après pour mettre en œuvre cette politique. Et je ferai en sorte que l'on baisse les impôts des entreprises et aussi des ménages. Mais le mal a été fait sur les 2 premières années, ça sera très difficile d'être crédible. Puis bon, et puis moi je suis un combattant, je suis combatif, parfois peut-être trop. Vous mettez ça sur les poncifs, le côté espagnol, le sanguin et le taureau. Mais ce combat, je le mène aussi sur la voie de travail. Vous cultivez, vous en avez parlé dans l'émission Au tableau face à des enfants, vous avez dit, moi je suis espagnol. Oui, puis je suis pas rond, j'ai le verbe facile, j'aime le débat à l'Assemblée nationale, on est comme ça, on se refait pas. Sur la loi travail, on s'est totalement raté en communication, c'est une réalité, j'ai déjà dit, c'est trop long à expliquer pourquoi, mais surtout, c'est parce que nous n'avions jamais annoncé pendant la campagne présidentielle. Et d'ailleurs, même François Hollande, quelques semaines avant, ne l'a pas fait. C'est-à-dire que j'ai porté dans cette période, j'ai incarné une réforme constitutionnelle, celle notamment sur la déchéance de la nationalité. Normalement, c'est le président de la République qui doit la porter devant le pays. Je l'ai portée devant l'Assemblée, surtout que la garde des Sceaux n'était pas d'accord, donc ne la portait pas, Christiane Taubira. Et sur la loi travail, je l'ai totalement assumée avec Myriam El Khomri à coup de 49.3, ce qui a fait une réputation. Mais en même temps, ce travail, cette loi travail, ce débat on aime ou on n'aime pas, mais a déblayé le terrain, y compris pour le gouvernement actuel. Mais la grande différence, c'est qu'Emmanuel Macron l'avait annoncé,
compris en termes de méthode, les ordonnances, etc., l'avait annoncé pendant la campagne, et ça c'est une différence fondamentale. Il ne faut pas confondre le rôle du Premier ministre et celui du Président de la République. Les Français élisent un Président de la République, et le Premier ministre est désigné par le Président de la République, même si avec François Hollande, le tandem a bien fonctionné. Mais d'ailleurs, vous avez donc, on a parlé du 49.3, vous avez mentionné les ordonnances aussi. Pour résumer, on utilise le 49.3 quand on n'a pas la majorité parlementaire ou qu'il y a trop de frondeurs, et puis les ordonnances quand on a cette majorité parlementaire. Ce sont à la fois deux mesures qui permettent de faire passer des lois plus rapidement, pour résumer. Oui. L'une a été votre marque de fabrique malgré tout pendant ce quinquennat, et l'autre une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Est-ce que la lenteur de notre système juridique et judiciaire est applicable finalement à un quinquennat? Oui, je trouve. La lenteur, ce qui est long, c'est la préparation des textes de loi et surtout l'application avec les décrets d'application. Mais dans le 49.3, il peut être utilisé aussi quand il y a obstruction à l'Assemblée nationale. Il a été utilisé par Michel Rocard, mais des dizaines de fois, 28, je crois. pour faire passer une réforme majeure qui est la CSG, une des grandes réformes fiscales. Même si ce n'est pas un impôt au sens classique du terme, enfin une réforme majeure qui est encore aujourd'hui utilisée pour le financement de notre système social ou de système de santé. Mais oui, c'est le 49.3 que j'ai utilisé 2 fois, même si on l'a utilisé plusieurs fois sur un même texte, est devenu une marque de fabrique, une forme de brutalité, de passage en force, mais contre une partie de ma majorité, c'est évident. Les ordonnances, aujourd'hui, c'est pour aller plus vite, c'est pour réformer, mais c'est quand même la même idée derrière, hein, c'est pour accélérer le temps parlementaire. Après, il y a un autre débat, est-ce qu'on ne peut pas réduire le nombre de navettes entre l'Assemblée et le Sénat, parce qu'entre l'annonce d'une loi et son vote final et sa mise en œuvre, les Français n'y comprennent rien. Il peut se passer des mois, sinon parfois même des années. Mais là, oui, le 49.3 a été utilisé parce que 50 députés menaçaient d'empêcher le texte de passer. D'ailleurs, ils ont même été à 2 doigts de déposer une motion de censure avec des députés de gauche, avec des députés communistes. Cette utilisation à répétition du 49.3 a parachevé votre image, déjà perçue comme très rigide. Vous avez un peu surjoué votre personnage de gendarme de la République, à Beauvau et même ensuite à Matignon. Est-ce que cet habit de premier flic de France qui ne vous a jamais vraiment quitté, c'est vraiment vous? Je ne savais pas que c'était une analyse psychologique à laquelle j'allais assister, donc je vais m'allonger là sur le divan. Je me suis forgé, je le disais tout à l'heure, cette conviction à Argenteuil et puis bien sûr à Évry comme maire sur les questions de sécurité. Et j'ai fait avec d'autres évoluer la gauche sur ce sujet. Parce que j'ai toujours considéré que, et j'ai répété cette phrase à satiété, que les victimes de la délinquance ou de l'insécurité, c'était les plus modestes dans notre société. Les jeunes qui se font racketter, la sortie du lycée, j'espère pas ici, une grande école comme la vôtre, les ouvriers dans les quartiers populaires, les personnes âgées, les femmes victimes des violences dans les quartiers populaires. Et donc il fallait que la gauche s'empare de cette question, celle de la sécurité, qui expliquait beaucoup aussi la défaite de Jospin en 2002. Sécurité, c'est pas sentiment d'insécurité, hein. Sécurité réelle, fait de la sécurité. En plus, insécurité mondiale, après, bien sûr, les attentats du 11 septembre 2001, qui ouvrent le siècle, le XXIe siècle. Donc, il fallait porter ça, il fallait l'incarner. Et d'une certaine manière, François Hollande considère qu'un maire de banlieue, qui sur ces sujets-là s'exprime avec force depuis des années, qui a une expérience sur ce sujet-là, doit l'incarner comme ministre de l'Intérieur. Alors oui, ça vous marque. J'étais un ministre de l'Intérieur populaire, c'est pour ça aussi que je deviens Premier ministre. Oui, peut-être après, c'est un style qui vous marque, une manière d'être, mais enfin, quand par exemple, j'interviens devant l'Assemblée nationale après les attentats de Charlie d'Hypercacher, et que l'Assemblée nationale m'applaudit, c'est un moment d'unité nationale, bien sûr, je me retrouve autour du Premier ministre, mais quand je rappelle quel a été mon combat contre
l'antisémitisme, contre le racisme, contre le terrorisme, contre cette dérive que nous connaissons dans les quartiers populaires, c'est aussi une manière de constater que sur un certain nombre de sujets, j'étais en avance et j'ai eu raison. Mais c'est vrai, le pouvoir, ce qui est vrai, et ça arrive à tout le monde, et ça arrivera à ceux qui aujourd'hui gouvernent, parce que le pouvoir c'est difficile, avec en plus le système médiatique qui est le nôtre, mais le pouvoir endurcit, caricature, vous-même à travers la fatigue, l'expérience, la répétition des émissions, des débats à l'Assemblée nationale ou au Sénat, des décisions que vous avez à prendre, bah voilà, vous êtes dans un corset et c'est difficile d'en sortir. Mais je réponds très franchement à votre question, oui, c'est plutôt moi, et oui, ça c'est moi aussi. Il se trouve que, je ne sais pas pourquoi, ma première sortie pratiquement de ministre de l'Intérieur, c'est à Marseille. Et on m'a offert un superbe père blanc crème, il y en a beaucoup, il pleut beaucoup à Marseille et je descends avec. Et les guignols m'ont croqué en blanc comme ça pour un bon moment. Mais il faut accepter d'être caricaturé, j'aime bien la coupe de cheveux ici. Mais j'ai toujours pensé aussi que la gauche et l'autorité devaient se conjuguer, qu'une société avait besoin d'ordre et de règles. D'ailleurs, Jospin avait dit une société sans ordre et sans règles est une société où la loi de la jungle s'impose. Donc moi je considère que c'est toujours vrai. Très pragmatique, on reparle de votre image, c'est quand même une image très proche de celle de Nicolas Sarkozy, une figure très autoritaire, vous le disiez, bonapartiste, qui voudrait incarner la République. Mais en fait, la chance de Nicolas Sarkozy, c'était d'être de droite. Est-ce qu'il existe un électorat pour un Sarkozy à gauche? Ça, c'est un très vieux débat. Une des raisons pour lesquelles j'ai une grande admiration pour Clémenceau, c'est parce que non seulement il s'est jamais trompé sur l'essentiel, la Commune, l'affaire Dreyfus, son amour pour Monet et les impressionnistes, la guerre, bien sûr, en 1917, la laïcité, mais c'est parce qu'il a déjà ce débat. Il y a déjà à ce moment-là ce débat, comme ministre de l'Intérieur, parce qu'il gouverne, parce qu'il met les mains dans le cambouis, parce qu'une partie de la gauche, avec une grande figure politique, intellectuelle, humaniste comme Jaurès, l'accuse de trahir, de s'en prendre aux ouvriers, de les réprimer, etc. Il y a déjà ce débat entre une gauche pragmatique qui gouverne et une autre qui proclame. Et c'est toujours le même débat. Si parler de la nation, de la patrie, de la sécurité, de traiter avec fermeté et humanité des questions migratoires, si être pro-entreprise, si être tout ça, c'est être de droite, alors la gauche se condamne à tout jamais à être dans l'opposition. Et c'est ce que j'ai défendu. J'ai souvent rappelé cette anecdote. Quand j'adhère au Parti Socialiste en 1980, pour Michel Rocard, et qu'on se dit social-démocrate dans la gauche française, on est vraiment rejeté, c'est l'excommunication, où on vous traite de gauche américaine, c'est encore pire. La gauche américaine, qui sera ensuite celle de Clinton et d'Obama, c'est quand même pas mal. Bon, donc c'est toujours le même débat dans la gauche française. Par ailleurs, il y a un style, oui, moi, les grandes figures, je parlais de Clémenceau, mais De Gaulle fait partie aussi de notre histoire, et la construction nationale doit beaucoup à la Révolution française, elle doit beaucoup à la Troisième République, et elle doit beaucoup aussi à Bonaparte et à Napoléon, que je ne sépare pas, contrairement à Lionel Jospin, qui a fait un livre sur ce sujet, mais je ne suis pas d'accord avec cette thèse. Voilà, donc le bonapartisme ne me gêne pas, mais ne me gêne pas dans l'histoire. Aujourd'hui, même Emmanuel Macron est accusé d'être bonapartiste. C'est quoi le bonapartisme? C'est conduire ce pays avec une certaine autorité. Mais oui, mais je pense que l'exercice du pouvoir nécessite de l'autorité, et la frontière entre autorité et autoritarisme, autorité et brutalité, est une frontière toujours un peu fragile, et donc elle se rappelle à nous, elle s'est rappelée à moi, bien évidemment, même si je ne me suis pas comporté comme une brute, j'étais respectueux de l'état de droit, des libertés individuelles, de la démocratie, c'est la vie, c'est ainsi, puis il faut l'accepter. Gouverner, 5 ans c'est déjà énorme, puis on perd une primaire, pas une élection, une primaire, et après on repart, c'est comme ça, c'est pas un drame, les politiques qui vous disent c'est difficile, qu'ils fassent autre chose, hein. D'ailleurs certains ont décidé de faire autre chose, moi j'ai décidé de continuer, parce que j'aime servir mon pays. Après la forme, on pourrait parler de fond. Ouais, déverrouillage des 35 heures, orientation et sélection à l'université, dédoublement des classes, service civique.
Non, il ne s'agit pas du programme d'Emmanuel Macron en 2017, mais de vos idées à vous, disséminées au gré de multiples entretiens bien avant 2017. Il m'a piqué toutes les idées, ça. Mais c'est ma question, est-ce qu'Emmanuel Macron vous aurait pas... Je vais réclamer les droits d'auteur. Mais pourquoi il a réussi là où vous avez échoué? Ah, vous êtes déjà sur les questions de forme, alors qu'on parlait du fond. Donc c'est que de la forme? Non. Parfois, vous trouvez un style, et donc vous cherchez aussi à pousser votre formation politique dans les retranchements. Je m'en suis fait une spécialité, à vrai dire, entre 2007 et 2012. Parce que là, il ne faut jamais oublier en 2007, malgré la belle campagne de Ségolène Royal, une belle campagne présidentielle. C'était une campagne très positive à ce moment-là. Il y avait beaucoup de monde dans les meetings, et la confrontation Sarkozy-Royal avait de la gueule quand même. Je veux dire, c'était... Mais à ce moment-là, quel avait été le talent de Nicolas Sarkozy? Il avait réussi à incarner la rupture par rapport à Chirac, et il fallait le faire, mais surtout, il avait essayé de démontrer que le mouvement c'était de son côté et que la gauche était conservatrice. Et après cette défaite, avec d'autres, hein, il y avait Montebourg aussi, vous avez invité il n'y a pas longtemps, d'autres, nous avons cherché à bousculer le Parti socialiste. Nous n'y sommes pas arrivés, mais l'idée était voilà, de le faire bouger. Et moi je le faisais bouger sur les questions de sécurité ou laïcité, nous l'avons dit, mais aussi sur les questions économiques. Et d'ailleurs sur les 35 heures, elles ont été déverrouillées et personne n'est revenu sur ce déverrouillage. Mais voilà, donc oui, sur bien des sujets, j'avais de l'avance. Mais il ne suffit pas d'avoir cette avance. Ensuite, il suffit de mettre en œuvre, il faut mettre en œuvre ces convictions. Une grande partie du programme, des idées, des projets d'Emmanuel Macron, je peux m'y retrouver. Ce qui expliquait sans doute après la tension qu'il y a pu y avoir entre nous. C'est quand on est très près que la tension est la plus forte. Mais c'est mieux de mettre soi-même en œuvre ses propres idées. Mais en même temps, écoutez, hein, si mes idées sont déjà mises en œuvre, c'est déjà pas mal. J'espère qu'à un moment, les idées et l'homme se rejoindront. Mais ça, c'est la dernière question sur mon destin personnel. Mais si vous êtes d'accord sur le fond, est-ce que ce qui vous a différencié, c'est que vous auriez fait une erreur en n'ayant pas eu l'honnêteté de dire que vous n'étiez pas socialiste? Oui. C'est pas cette phrase qui l'a fait gagner. Mais moi, non, je ne crois pas. Ça, je ne le crois pas, non. Mais parce qu'il n'était pas socialiste, au sens où il n'était pas militant du Parti socialiste, son engagement n'était pas au sein du Parti socialiste, il n'était pas attaché à cette famille. Moi, j'ai dit qu'il fallait changer le mot, qu'il fallait dépasser le mot socialiste, mais j'étais membre du Parti socialiste depuis 1980, donc je n'allais pas raconter une histoire différente. Mais il est arrivé à un moment, c'est-à-dire de décomposition politique majeure, de rejet de la politique, d'envie de renouvellement profond. Et les Français, vous savez, sont un peuple très intelligent, très mûr sur le plan politique. Ils ont compris, ils se saisissent de quelqu'un, d'une formation politique, mais en l'occurrence d'une personnalité, pour, au fond, et là ils s'en sont servis, pour accomplir ce dont ils rêvaient, c'est-à-dire le dépassement de la droite et de la gauche, ou plutôt en finir avec les vieux partis de droite et de gauche. D'ailleurs, il ne faut jamais oublier que les deux grandes formations qui ont gouverné sous la Ve République, la droite et le Parti socialiste, ont été éliminés le soir du premier tour. Et il faudrait que chacun s'en rappelle, à commencer par ces formations et leurs leaders. Et Macron a bénéficié, bien sûr, de circonstances exceptionnelles, je pense à l'affaire Fillon aussi, mais il a ouvert un chemin avant, et il a offert cette candidature, celle du rajeunissement, bien sûr, du dépassement droite-gauche, du dépassement des vieux partis. C'est ça qu'il a. Mais après, il y a le programme, bien sûr, et les réformes. Et quelles sont les trois qualités de la campagne, et surtout depuis qu'il a été élu président de la République, et qu'il doit garder, que lui reconnaissent les Français? C'est l'incarnation de la fonction. Les Français y sont attachés. 2, c'est le dépassement de la droite et de la gauche. Attention si ça penche plus dans un sens ou dans un autre, mais en tout cas, les Français le voient tel quel. Après, ils peuvent critiquer. Et les réformes. Les réformes peuvent être d'ailleurs opposées à telle ou telle réforme, mais ils veulent ce mouvement. C'est-à-dire, ils veulent que Macron fasse ce pourquoi il a été élu, contrairement, croit-il, ou disent-ils, à ses prédécesseurs. Et donc, il a eu une forme d'audace que moi, je ne pouvais pas avoir, ou je n'ai pas eu la force d'avoir,
aussi lié à mon histoire. Mais c'est ainsi, c'est ainsi. Mais vous parliez justement de votre destin, vous l'avez mentionné. En 2008, vous disiez, dans notre système, on change les choses en étant président. Être ministre, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous avez envie de changer les choses? Bon, il m'est arrivé de dire des conneries, donc, mais oui, dans notre système politique, c'est le président de la République qui impulse encore plus avec le quinquennat. Et avec le temps est quelque chose de, on en parlait tout à l'heure avant de rejoindre cette salle, le temps qui s'accélère en permanence à l'heure de réseaux sociaux et des tweets, mais pas seulement. Les Français attendent aujourd'hui d'un président. Les Français ont pris le président de la République. Ils le prennent, il leur appartient. C'est pour ça que on ne reviendra jamais sur l'élection au suffrage universel du président de la République. C'est leur chose d'une certaine manière pour changer, pour réformer, pour incarner le pays. Ça c'est pour les Français, mais concrètement pour vous, c'est quoi la suite? Ah, pour moi, bon, ça je ne sais pas. Non, mais très honnêtement, je ne sais pas. Moi, j'ai décidé. Les yeux dans les yeux. Non, les yeux dans les yeux. Faites attention à cette phrase parce que quand elle a été utilisée, elle a été légèrement détournée de son objet. Mais non, je ne sais pas, parce que j'aurais pu, après la primaire et avec ce qui s'est passé au moment de l'élection présidentielle, j'aurais pu faire le choix de quitter la vie publique. Je ne l'ai pas voulu parce que d'abord, je ne voulais pas partir sur une défaite, celle de la primaire. Je ne voulais pas laisser ma circonscription d'Évry dans la main de la France insoumise, et j'étais le seul qui pouvait la garder, même si ça a été ric-rac, et c'est ainsi, c'est la démocratie. Et puis parce que je pense que j'ai toujours quelque chose à dire. C'est peut-être pour cela que vous m'avez invité, même si on parle beaucoup, et c'est normal, du passé et des derniers événements. Mais je pense que sur l'idée de la France, sur l'idée de la République, sur la laïcité, sur la réforme, sur l'Europe, j'ai toujours des choses à dire. Ma voix est un peu originale, c'est ainsi, même si je n'appartiens plus à aucune formation politique. Mais ça fait que quelques mois tout cela est passé. Nous ne sommes même pas à l'anniversaire de l'élection présidentielle. Donc, moi, je fais mon travail de député, je suis engagé à l'Assemblée nationale, j'ai des responsabilités, je m'exprime, je me déplace. J'essaie aussi d'analyser ce qui s'est passé, de regarder également les grands mouvements de la société aujourd'hui. Et puis, pour ce qui concerne mon destin, je verrai, mon destin, c'est mon destin présidentiel. J'ai été ministre, Premier ministre, député, maire. Oui, on peut toujours avoir envie d'autres choses, mais c'est beaucoup trop tôt. Mais le lien qui est entre moi et ce pays, entre moi et la France, entre moi et les Français, ce petit grain de folie qui me permet de parler ainsi, oui, ça, il m'habite toujours. Donc j'ai toujours envie de compter, de servir mon pays. Sous quelle forme, on verra bien. Mais là, j'ai pas de plan pour l'avenir. Et puis, l'âge, avant, à 55 ans, on était un jeune. Maintenant, on est un vieillard. Donc, il faut aussi appréhender la question du temps. Donc avant de reprendre ce débat autour des thèmes de la laïcité et de la sécurité et d'écouter ce que vous avez à nous dire, c'est le moment de continuer cette discussion d'une manière un peu plus légère. C'est l'heure du petit jeu des mardis. Le principe est simple, une question, plusieurs réponses possibles, à vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Est-ce qu'on gagne? La reconnaissance de l'ESSEC. Éternel. Alors, première question. Amoureux de la musique et d'une musicienne, quel instrument seriez-vous? Le tambour, vous aimeriez bien que tout le monde marche au pas. Le pipeau, la politique, c'est charmer et endormir. Ou bien le violon, parce que vous avez parfois l'impression de pisser dedans. J'aime bien la musique militaire, notamment dans les cérémonies officielles et républicaines. J'aime bien la musique de la garde républicaine. Quand j'étais gamin, j'étais pas très loin de la garde républicaine, boulevard Henri IV à Paris, et c'était une des visites de l'école. Mais non, j'aime le violon et la sonorité. Je ne joue pas de cet instrument, c'est l'instrument d'Anne, de ma compagne, de ma femme, de mon amoureuse, comme vous voulez. Mais et on arrête là. Mais le violon, il a quelque chose, et en plus, Renaud Capuçon, qui est un ami, qui est le plus grand violoniste, le disait très justement dimanche soir sur France 2, c'est à la fois un objet, et c'est un nom, le violon a une âme. Et un violon, si vous ne le jouez pas, vous ne le pratiquez pas, il meurt avec le temps. Donc, moi j'ai une âme.
Vous voyez, je ne suis pas uniquement une brute épaisse, caricaturale, à coup de 49.3, martyrisant les socialistes et le peuple entier, non. J'ai une âme, donc je veux que ce soir vous reconnaissiez, les yeux dans les yeux, que j'ai une âme, et que je suis un être humain gentil et amoureux. Enfin, En tant que Premier ministre, vous avez pérennisé le régime social des intermittents du spectacle en débloquant une cagnotte de 40 millions d'euros. De quoi permettre de sauver les festivals de l'été. Si vous étiez un festival, vous seriez, première proposition, les Solidays, le soleil, la musique, mais aussi la bonne action pour une cause qui vous touche. Rock en scène, un parterre de Parisiens BCBG et autres bobos pourrait représenter votre dernier vivier d'électeurs. Ou enfin la fête de l'UMA, peut-être y retrouverez-vous vos anciens potes et valeurs de gauche. La fête de l'UMA, je crois que je ne suis jamais allé. J'aurais pu y aller pour Johnny ou pour d'autres, hein. Mais je ne suis jamais allé, mais ça fait partie de notre histoire politique. Je disais tout à l'heure que j'étais anticommuniste et anti-stalinien, mais j'ai toujours reconnu que le Parti communiste français faisait partie de notre histoire moderne. Et d'ailleurs, alors qu'il n'existe pratiquement plus, il y a toujours une culture communiste. La fête de l'UMA marche, il y a toujours une culture communiste. C'est ainsi, parce qu'il y a eu de grands intellectuels engagés, parce que c'était une contre-société dans la gestion des villes, parce qu'il y a eu des syndicats, parce qu'il y a eu des artistes qui se sont engagés. Non, mais je prendrais Solidays, parce que d'abord j'ai été élu régional, mais Rock en scène aussi soutenu par la région, parce que je pense qu'on peut, oui, il y a un moment où on peut s'engager, on peut faire vibrer grâce à la musique, mais on peut aussi mener une action qui est très importante, la lutte contre une maladie terrible. Vous parliez justement du fait que vous aviez une âme. Des experts de la communication vous reprochent d'être l'homme qui ne sourit jamais. Alors, et de vous être parfois enfermé dans un rôle austère du premier flic de France. Donc si vous étiez un sourire, vous seriez celui de la Joconde, mystérieux et énigmatique pour ne rien laisser transparaître de vos intentions. Le sourire de Julia Roberts, le sourire franc et sans embâge jusqu'aux oreilles. Celui du Joker, cynique, fou ou génial, vous êtes clivant. Et le sourire de K dans le livre de la jungle, aie confiance, crois en moi. N'importe quoi. Mais j'aime les quatre. D'abord parce que le livre de la jungle, c'est vraiment mon adolescence. Le Joker était incarné, c'était extraordinaire. Et j'ai revu l'autre jour, parce que je suis allé à Londres voir des copains, et je me suis baladé dans le quartier très bobo de Notting Hill. Et j'ai revu, après j'ai voulu vraiment le revoir en famille, ce film, et c'est vrai qu'elle a un sourire incroyable. Et mon père me faisait par ailleurs parcourir le Louvre quand il y avait beaucoup moins de monde. Donc j'aime ces quatre sourires, ils sont des sourires de la vie. Parfois vous souriez par une forme de cynisme, oui, ça peut arriver. Ce qui compte, c'est le sourire intérieur. Prochaine question. Si vous étiez un ministère qui n'existe plus, vous seriez... Non, c'est une autre question. Merci. Vous seriez le ministère du redressement productif, pour finir le travail de son ancien locataire, le ministère du temps libre, parce qu'il faudra bien s'occuper en 2022 si vous n'accédez pas à l'Élysée, ou enfin le ministère des régions libérées, Catalogne, Corse, Nouvelle-Calédonie. Être une région libérée, tu sais, c'est pas si facile. Wow, belle référence musicale. Pourtant, c'est pas votre génération, hein. Bon. Mais écoutez, je ne serai pas le ministère du temps libre, de la jeunesse et des sports. Il y en a eu... c'est de quelle année ça? C'est 1900... je ne vois pas, 2 août 1983? C'est ça, hein? Ça a été créé en 1981. Et au fond, je mets jeunesse et sport parce que ça a toujours existé à part, mais c'était une idée, c'était une vieille idée d'ailleurs, des congés payés de 1936, et ça reste quand même toujours une idée d'actualité, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais je trouve que c'est une idée qui reste très moderne. C'est au fond, le temps qu'on ne passe pas au travail ou dans la formation, comment on l'utilise. Et ça reste quand même un sujet que l'État, les gouvernements, même les collectivités ont du mal à appréhender. Donc un peu de temps libre, ça fait du bien. Et puis maintenant que je suis plus maire, parce que moi j'ai depuis 20 ans, entre le cabinet de Lionel Jospin et mes 11 ans à la tête de la mairie d'Évry, plus 5 ans au gouvernement,
Le temps libre, je n'en avais pas beaucoup. Et maintenant, voilà, je suis plus proche du ministère du temps libre. J'ai plus de temps à consacrer au mien, à la réflexion et au déplacement. Si vous étiez une faute au football, On n'avait pas parlé du foot encore. Mais ce sera la seule mention. Voilà. Une main, spontanée, vous n'êtes jamais à l'abri d'un réflexe malheureux. Un hors-jeu, tout le monde vous connaît, mais personne ne vous comprend. Ou une obstruction, parce que vous n'hésitez pas à barrer le passage à un adversaire. Une obstruction, non, j'aime bien. Une petite faute comme ça, en passant. Un petit croche-patte. Ça fait du bien, un petit coup de coude qu'on ne voit pas. Et maintenant, avec la télé, on voit tout, donc c'est ça le problème. C'était beau le temps où il n'y avait pas toutes ces caméras, une forme de nostalgie. Non, la main de Thierry Henry, là, c'est pas possible ça. Si vous étiez une œuvre d'art, vous seriez le cadeau de Jeff Koons à Paris. On vous accepte poliment, mais on ne sait pas trop où vous mettre. L'art contemporain, la liberté guidant le peuple, je vous cite. Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple, elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. L'ode à la joie, symbolisant non seulement l'Union européenne, mais aussi un idéal de fraternité. Ou enfin l'hymne du Barça, l'art comme socle commun à une nation. C'est Manuel Valls qui a écrit l'hymne du Barça. Enfin, c'est le cousin de mon père qui s'appelle Manuel Valls. Je fais croire que c'est moi. Non, mais puisque vous m'avez cité, j'avais pris cette allégorie républicaine qui n'est pas Marianne en tant que telle, mais on peut la comparer à Marianne. Oui, moi j'aime bien les allégories républicaines, les Mariannes qu'on met dans les mairies, le sein nu, la femme incarnant la liberté. Aujourd'hui c'est un peu dangereux de dire les choses ainsi, mais j'aime beaucoup toute cette période. Pierre Nora avait écrit un livre extraordinaire dans les années 80, enfin un monument sur les symboles de la République, sur les monuments morts, les monuments de la guerre 14-18. Les lieux de mémoire. Les lieux de mémoire. Et la République, ça peut pas être que la nostalgie, mais c'est les références, c'est une histoire, elle est ancrée dans nos territoires, elle doit évidemment s'adapter, se moderniser, être comprise par les nouvelles générations, mais le football, la République, l'Europe et la culture, mais on ne va pas prendre cette référence, celle-ci, mais enfin, l'œuvre d'art, la mémoire, Cergy a été aussi un exemple d'urbanisme moderne, avec ses réussites et ses ratés, comme dans toutes les villes nouvelles, et je pense à Évry, mais là, vous avez cette allée extraordinaire, hein, ce paysage moderne incroyable. Oui, on a besoin, ce sont aussi mes références. Et on va passer donc à la dernière question du petit jeu. Si vous étiez un jeu de société, vous seriez, première proposition, le solitaire, mieux vaut être seul que mal accompagné, le Scrabble, pas très marrant, mais c'est une valeur sûre, la dernière version du Monopoly spécial tricheur, ça vous rappellera peut-être quelques souvenirs des dernières législatives, ou enfin le Cluedo, qui a tué la gauche avec le couteau dans le dos du candidat sorti gagnant de la primaire. Vous êtes impitoyable, vous êtes d'une méchanceté, d'une férocité absolue. Alors là, je vais vous répondre, vous n'allez pas y échapper. Vous pensez que c'est moi qui suis responsable des 6% de Benoît Hamon? Franchement, le premier candidat qui se plante lui-même les couteaux, si vous voulez qu'on y aille, et faire des phrases. Le Monopoly, c'était quoi? J'ai horreur des jeux de société, par ailleurs, donc, à part les échecs, enfin, le jeu, hein, je ne parle pas des défaites. Le Scrabble, ça me faisait chier, vraiment, c'était épouvantable. Il fallait jouer à la maison, et puis ça permet de voir votre niveau d'orthographe à un haut niveau. Non, mais le jeu de... La politique, c'est pas un jeu, c'est la démocratie. Moi, je fais très attention à... On est dans un moment de renouvellement, de changement. D'abord, la politique, contrairement à tout ce qui est dit, c'est un métier. Ça va à l'encontre de tout ce qui est dit, mais c'est un métier, c'est l'expérience. Et on a besoin de l'expérience comme on a besoin du renouvellement. Et c'est toujours ce choc entre les anciens et les modernes, c'est comme ça que l'humanité marche depuis toujours. Mais on a besoin d'élus qui sont forcément expérimentés, qui connaissent la réalité du terrain, et ça fait du bien. Et le gouvernement d'aujourd'hui n'est pas fait que de petits jeunes que vous allez recevoir.
Jean-Yves Le Drian ou Gérard Collomb ne sont pas des perdreaux de l'année, ils ont 70 ans, ils ont une sacrée expérience chacun, et puis il y a ceux qui arrivent nouveaux et qui apprennent très vite et qui ont un talent, et tant mieux. Mais ce n'est pas un jeu, et d'ailleurs, moi je pense que on a parlé tout à l'heure de la gauche qui est en difficulté, on reviendra sur ces sujets, mais la démocratie elle-même est aujourd'hui mise en cause, assez profondément. Il y a une crise de la représentation démocratique, et de la démocratie, tout simplement, qui est questionnée, y compris par l'efficacité que pourraient représenter des régimes autoritaires. Voilà, mais j'aime beaucoup le jeu d'échecs, parce que j'aime beaucoup les variantes, et parce que ça permet de faire travailler le cerveau, et parce que, voilà, à la fin, on tue le roi. Alors, après cette parenthèse un peu légère, on va passer à des thèmes oui, vachement légère, oui. plus sérieux. Attends, vous m'avez accusé de trahison, et l'allusion, oui, c'est ça, non, pire. En plus, d'avoir triché, oui, ça c'est encore mieux. Je ne triche jamais, alors ça c'est la seule chose sur laquelle je suis intransigeant, je ne triche jamais, et le Conseil constitutionnel a mis fin à toutes ces bêtises. Je ne triche jamais parce que j'ai un profond respect de la démocratie, et moi j'ai dans ma tête mes parents qui n'ont pas pu voter avant à la fin des années 70. Et aller voter, mettre son bulletin dans une urne, c'est un acte qui mérite tout le respect. Donc ça c'est le seul truc sur que je suis sérieux. Mais vous êtes féroce, mais c'est quelle méchanceté. On va parler justement sursaut démocratique. Votre mandat de Premier ministre a été marqué par de nombreux événements tragiques. La société française doit aujourd'hui faire face à des revendications violentes de la part de ses propres enfants, qui en viennent parfois à tuer leurs propres concitoyens. Le 11 janvier, tout le monde était main dans la main, alors qu'aujourd'hui les insultes fusent. La France insoumise vous a traité de fasciste au nom de votre réponse sécuritaire, autoritaire au lendemain des attentats. Vous avez dénoncé en retour une complaisance de cette partie de la gauche avec l'islamisme, les taxant parfois d'islamo-gauchisme. Est-ce que l'union sacrée qui existait au 11 janvier serait encore possible aujourd'hui? Mais tout le monde n'était pas dans la rue. Tout le monde n'était pas. Et pourtant, au lendemain, c'est ce qu'on disait, c'est ce que tous les médias disaient, tout le monde était dans la rue. Mais tout le monde n'y était pas. Mais d'abord, c'est cette manifestation du 11 janvier, qui était un moment unique, dans des circonstances uniques, a énormément compté pour l'image de la France. Et d'ailleurs, si la France est un beau et grand pays qui compte dans le monde, cette manifestation en a été une démonstration, puisque malgré tous les attentats qu'on a connus dans le monde et en Europe, le seul endroit où les chefs d'État et de gouvernement sont venus, c'est pour la manifestation de Paris. Il n'y avait pas plus de morts que dans d'autres pays, mais ils sont venus parce que c'était Paris, c'était la capitale. Et il y avait Ibeka, là vous le voyez, le président du Mali. Nous étions intervenus, je le disais tout à l'heure, pour ce pays. Il y avait Netanyahou et Abbas. Il y avait la chancelière Merkel, vous les voyez. Donc voilà, c'était le monde qui était là. Et le seul qui n'était pas là, c'est Obama, et c'était une faute qu'il ne soit pas là. Ni lui, ni le vice-président américain. C'est d'ailleurs assez étrange, faute de goût. Hein. De notre principal allié avec qui nous combattons le terrorisme hier comme aujourd'hui. Le monde était là. Mais, et on était là pour Charlie, c'est-à-dire pour la liberté d'expression et de caricaturer et de critiquer. Et pour lutter aussi contre l'antisémitisme, parce que l'hypercacher avait été un attentat supplémentaire antisémite. Ben ça, évidemment, tout le monde n'était pas dans la rue, et beaucoup après, quelques jours après, on dit non, on n'est pas Charlie. C'est leur droit, nous sommes dans la liberté. Mais ils ne se reconnaissaient pas dans cet esprit. C'était une manifestation pour la liberté d'expression, pour une forme aussi de caricature. On aime ou on n'aime pas, mais on peut caricaturer dans notre pays toutes les religions, et Charlie Hebdo a caricaturé toutes les religions. Et c'est ça la France. Moi, c'est ce que j'aime, c'est cet esprit rabelaisien, voltairien, c'est la critique, c'est pouvoir moquer ou interpeller le politique. Mais on était réunis autour des symboles de la République, du drapeau français. On a chanté la Marseillaise comme jamais on avait chanté. Ben, c'est cette France-là. Mais il faut reconnaître que la société française est traversée depuis longtemps par des courants, par des fractures, et qu'elle reste aujourd'hui, même si l'ambiance ça va mieux, et c'est vrai, ça va mieux sur le plan économique, les fractures territoriales, sociales, ethniques, l'apartheid que j'avais dénoncé,
la confrontation avec la religion, notamment évidemment avec l'islamisme. Toutes ces questions, elles sont là, elles sont toujours d'actualité. La question de la radicalisation aussi. Face à nos concitoyens radicalisés, ceux qui commettent des attentats, ceux qui les cautionnent, ceux qui les financent, est-ce que vous croyez à la déradicalisation? Ce mot déradicalisation que j'ai moi-même utilisé, mais je crois c'est un mot valise aujourd'hui, il ne veut pas dire grand-chose. Alors, je crois à la prévention de la radicalisation. Ça, on va y revenir de toute façon. Pas mon chef. Mais, Donc, mais je crois plutôt à la prévention. Malheureusement, aujourd'hui, il y a des personnes radicalisées. Alors oui. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très difficile. Alors, ça dépend à quel niveau, mais ceux qui, par exemple, sont en prison pour des faits de terrorisme, d'apologie du terrorisme, ou qui, délinquants de droit commun, prévenus ou condamnés, sont dans nos prisons et qui se sont radicalisés, c'est très difficile. Je ne dis pas que c'est un échec annoncé, mais c'est très difficile parce qu'ils ont une idéologie, une croyance. Ils pensent que la religion, que leur engagement, leur combat, s'impose par rapport à toutes les autres valeurs, ou par rapport à l'État, ou à la République, ou à la France. Donc ça va être très difficile. Et puis nous sommes dans une démocratie, dans le respect des êtres humains, donc on ne peut pas arracher des convictions avec des méthodes qui n'ont rien à voir avec nos principes. Donc c'est un très très long combat qui doit se mener, bien sûr, dans la société, qui se mène d'abord au niveau planétaire, dans l'islam. Et donc il faut aider les musulmans à extraire cet islamisme. C'est pour ça que moi j'ai jamais... C'est pour ça que l'islam et l'islamisme ont à voir dans le sens où l'islamisme se réclame de l'islam. Donc il faut aider les musulmans à combattre l'islamisme, l'islam radical, le djihadisme, cette haine, ce totalitarisme. Mais ça mettra beaucoup de temps. Parce que en plus, c'est pas uniquement dans notre pays que ça joue. C'est partout dans le monde, et en plus sur les réseaux sociaux. Nous sommes beaucoup à avoir dit que, par exemple, les salafistes, les frères musulmans, ont gagné la guerre des mots sur les réseaux sociaux, sur Internet. Donc on prend bien la dimension du combat. Donc l'idée de la déradicalisation ne me semble pas être le bon mot, je l'ai utilisé, mais le bon mot, donc c'est plutôt un combat culturel, idéologique, aurions-nous dit il y a quelques années, et qui va prendre beaucoup de temps et qui est très difficile à mener. Bon, aujourd'hui, les problématiques ont encore évolué, avec le retour des citoyens français partis faire le djihad en Syrie, en Irak. Depuis la chute en octobre de Raqqa, ancienne capitale autoproclamée de l'État islamique, plusieurs djihadistes français ont été capturés par les forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde, et qui aujourd'hui, à l'instar de la djihadiste Émilie Koenig, demandent à être jugés en France. Est-ce qu'ils doivent être jugés en France? Non, enfin, d'abord, il y en a qui seront jugés en France, il y en a qui sont déjà revenus et qui sont sous main de justice, et la plupart seront incarcérés. Mais ceux qui ont pris les armes, ceux qui ont combattu, ceux qui sont allés en Syrie, en Irak, pour combattre nos propres troupes, pour liser c'est assez insoutenable, mais lisez, je crois que c'était aujourd'hui ou hier dans la presse, ce qu'ont subi des otages français, notamment des journalistes, dans les mains de Daesh, pour voir ce que c'est, avec des Français ou des francophones, souvent à la manœuvre. Donc, nous partons, je pense que le gouvernement a raison, partir du principe que ceux qui ont combattu les armes à la main, nos principes, nos valeurs, nos propres compatriotes, par ailleurs, mais comme c'est prévu, doivent être jugés dans les pays où ils sont appréhendés, même capturés. Quand ils sont condamnés à mort dans ces pays. Par ailleurs, certains de ces pays, parfois, n'en voudront pas et pourront être amenés à nous les renvoyer. Hommes, femmes. Après se pose la question des mineurs. Et parmi les mineurs, quand vous écoutez François Molins, le procureur qui est en charge notamment de la lutte contre le terrorisme, il fait la distinction entre des gamins de moins de 10 ans ou ceux de plus de 10 ans qui ont déjà malheureusement combattu, voire torturé et vu la mort. C'est des sujets très difficiles et on oppose à la fois la sécurité des Français et puis aussi les valeurs. Je pense que quand c'est dans des pays où il y a la peine de mort, comme nous le faisons partout, il faut essayer d'intervenir pour éviter cette peine de mort. Oui, non, mais ça arrive, y compris pour des prisonniers de droit commun, condamnés pour des crimes liés à la drogue, et que c'est le cas aux Philippines ou dans un autre pays, où on cherche à sauver de la peine de mort
un certain nombre de nos compatriotes. Mais on aura des situations mixtes. On aura ceux qui seront condamnés dans certains pays et ceux qui nous reviendront. Mais j'ai un beau colloque dans quelques jours en Belgique, un grand séminaire sur sommes-nous en guerre à cette question. Et moi j'y ai répondu, j'ai été le premier à le dire à la tribune de l'Assemblée nationale. Nous sommes en guerre. Ce n'est pas la guerre de 14-18 ou 39-45, ce n'est pas une guerre conventionnelle, encore que au Sahel ou au Levant, c'est une guerre avec un engagement, hein, soit au sol, soit dans les airs, avec des soldats qui meurent encore. Hein. Ça a été le cas il y a quelques jours, 2 soldats ont sauté sur une mine au Mali. Donc c'est une forme de guerre, mais nous sommes aussi face à un ennemi extérieur et intérieur qui nous mène la guerre, et donc nous sommes face à une guerre. Donc face à une guerre, ce qui compte, c'est aussi la sécurité de nos propres concitoyens, des Français, avec des principes. C'est quand le frère Mera est jugé, il a un avocat, il est condamné pour un fait, il n'est pas condamné pour l'autre. Ça, c'est l'honneur de la démocratie, et qu'il puisse être défendu. Et nous ne combattons pas avec les mêmes armes que les terroristes, fort heureusement. Mais il y a des principes, et moi, je reste convaincu que, oui, il faut éviter au maximum que ces terroristes reviennent chez nous, parce que le jour où ils sortiront de prison, eux, ils n'auront pas changé. Et donc, ça représentera un danger supplémentaire pour nos concitoyens. Et ça, un homme d'État, un responsable public, celui qui a gouverné, vous savez, la politique, c'est souvent choisir la moins mauvaise solution, hein, pas la meilleure. Hein. Donc moi je choisis la moins mauvaise solution, en l'occurrence le fait qu'ils ne reviennent pas. Mais justement, vous parliez des enfants. Au total, il y a un chiffre qui vient d'être donné par le Premier ministre il y a 4 jours. 323 personnes, dont 68 mineurs, sont rentrées en France depuis l'Irak ou la Syrie. C'est quoi la moins mauvaise solution pour les enfants finalement? Non, c'est ces enfants qui rentrent, souvent qui sont placés dans les familles, qui sont gérés par les départements. C'est des sujets dramatiques, parce qu'eux-mêmes sont pour la plupart victimes. Ils ont vu l'horreur, ils ont vu la guerre, donc on voit bien quelle peut être la reconstruction de ces... Là, il ne s'agit pas de déradicalisation, il s'agit de reconstruction de ces enfants. Oui, donc il y a évidemment des exceptions qui sont faites pour les enfants, mais le suivi, il doit être à la hauteur du problème qu'il pose à la société. Mais il faut penser aussi à toutes les victimes du terrorisme et de ces terroristes en Syrie ou en Irak. Parce que il ne faut jamais oublier que c'est dans ces pays où il y a eu le plus d'actes terroristes, de barbarie accomplis souvent par ces personnes, je ne parle pas des enfants réels, et qui montrent aussi ce qu'a été Raqqa, une ville quasi normale en 2015, qui fonctionnait avec ses tribunaux, son économie, des femmes évidemment totalement cachées, la torture, la barbarie, la mort, la décapitation, les otages. Et ça n'est pas fini, parce que Daesh a été défait en Irak et en Syrie, mais se reconstitue dans la clandestinité dans la vallée de l'Euphrate. Il y a des organisations proches de Daesh, des franchises, comme on dit. On en parlait avec mon assistant parlementaire Margot tout à l'heure, aux Philippines, en Malaisie, en Europe il y a encore des groupes. Nous avons des 1500 personnes radicalisées en prison, mais des centaines, voire des milliers de personnes qui d'une manière ou d'une autre épousent l'idéologie totalitaire dans notre propre pays. Donc c'est pas terminé. Et donc on aura ce problème devant nous. Donc il faut être lucide, il faut être respectueux de l'état de droit, des personnes. Il faut tout faire pour faire reculer cette idéologie, mais il faut être très lucide sur ce que nous avons à traiter devant nous. Mais justement, vous parliez de prévention. Aujourd'hui, les enfants ne sont pas toujours capables de faire la hiérarchie entre ce qu'ils apprennent à l'école, ce qu'ils entendent à la maison, ce qu'ils lisent sur Internet, et ce qui peut parfois d'ailleurs se contredire. Donc ça va très bien avec ce que vous disiez. Comment renforcer encore et toujours l'apprentissage et la transmission des valeurs républicaines à l'école, dans ce que certains appellent les territoires perdus de la République? Oui, mais ça c'est un combat qui repose d'abord sur l'école, sur l'éducation nationale, bien évidemment, pour crier le nom de liberté. C'est l'éducation non seulement civique, mais c'est aussi, les profs le font, mais c'est un sujet très compliqué, c'est la maîtrise des médias. Normalement à l'école, c'est là où on apprend à être citoyen, c'est à dénouer des problèmes, à savoir ce qui est essentiel, ce qui ne l'est pas, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. La lecture des médias d'aujourd'hui, c'est plus les journaux télévisés, c'est plus les formats papier.
c'est la progression des idées complotistes, et notamment dans la jeunesse, et pas que dans la jeunesse des territoires perdus de la République, aussi dans votre jeunesse, dans celle qui réussit, qui est dans les grandes écoles également. Quand on voit les thèses complotistes, antisémites, ce qu'une partie de la jeunesse pense sur le 11 septembre, sur, y compris les attentats qui ont eu lieu à Paris, l'itinéraire des frères Kouachi, etc., on se rend compte qu'il y a quand même... Donc le travail pour dénouer, c'est pas que le travail de l'éducation, c'est celui de toute la société. C'est un des sujets majeurs parce qu'il met en cause là profondément, par son ampleur, ce qu'est la démocratie. C'est préoccupant. Quand vous voyez la progression de l'antisémitisme, mon combat aussi, parce qu'on commence toujours par l'antisémitisme pour terminer. Et Dieudonné, il est à genoux aujourd'hui. Hein. L'antisémitisme, il a progressé, c'est bien le problème. Mais Dieudonné, il est à genoux parce que j'ai voulu, parce que c'était pas un humoriste, parce que c'est un antisémite, et parce que c'est un raciste. Mais je me rappelle des débats que j'avais avec les gamins de troisième qui me disaient mais on ne comprend pas, deux poids, deux mesures, pourquoi vous interdisez Dieudonné et pourquoi pas un autre? Non, Dieudonné, il faut expliquer ce qu'est le racisme et ce qu'est l'antisémitisme, c'est condamné pénalement. Mais les propos antisémites qui remettaient en question le 11 septembre, on s'en est rendu compte dès 2002, 2003, oui, absolument. Et on n'a pas su réagir. Pourquoi on a réagi, mais c'est parce que c'est des phénomènes d'une telle ampleur. Vous avez en plus un problème de la parole qui se libère sur Internet. Vous avez un amendement de la Constitution américaine qui permet aussi cette expression. Et j'en ai beaucoup discuté avec les GAFA, parce que moi, les ministres, Bernard Cazeneuve, mais tous les ministres de l'Intérieur d'Europe avec les responsables américains, on s'est rendu à la Silicon Valley pour parler avec ces grands réseaux sociaux. Oui, on voit bien que c'est difficile. Vous voyez bien en Europe de l'Est combien ça progresse. Mais croire qu'on est dans des sociétés où tout cela ne peut pas... J'avais employé une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai eu cette image, et moi je l'assume totalement, c'est quand vous êtes Premier ministre ou ministre de l'Intérieur et quand vous dites à répétition à vos concitoyens qu'il va y avoir de nouveau des attentats, c'est assez anxiogène, c'est assez angoissant. Mais il fallait le dire. Quand j'ai dit dans un lycée agricole, en janvier 2015, des lycéens, votre génération va connaître pendant 10 ans au moins, ou 15 ans, des attentats, et en tout cas cette ambiance, cette tension, je leur disais en toute lucidité, et malheureusement ça va être le cas, et d'une certaine manière, c'est très difficile pour nos sociétés démocratiques, avec un très haut niveau de formation, d'éducation, très haut niveau de consommation, même s'il y a évidemment d'énormes problèmes, mais comparons avec d'autres sociétés, c'est très difficile de sortir de l'insouciance, de dire aux gens, vous êtes en guerre, on a les tensions, c'est très difficile de le dire à votre génération, et pourtant il faut le dire, pas pour angoisser, pour être lucide et pour être et en sachant que les meilleures réponses, nous l'avons dit tout à l'heure, c'est la vie, c'est la culture, c'est la mobilisation. Mais moi, c'est le combat de ma vie, hein, donc ça, vous m'empêcherez pas de continuer à souligner combien nous sommes face à ces défis majeurs. Mais c'est difficile, et c'est pour ça qu'il faut en permanence rappeler quelles sont ces valeurs, ces combats qu'il faut mener contre l'antisémitisme, le racisme et les discriminations. La semaine dernière, Gilles Clavreul a présenté au gouvernement son rapport intitulé « Laïcité, valeurs de la République et exigences minimales de la vie en société ». Il fait état de nombreuses remises en cause justement de la laïcité au quotidien. Alors ici, notamment des célébrations spectaculaires de certaines communautés juives, l'organisation de prières collectives chrétiennes et musulmanes. Alors il ne nous reste plus beaucoup de temps. Alors on va vous présenter toutes les 5 propositions qui ont été faites dans le rapport et vous allez nous dire si vous êtes pour ou contre à chaque fois. Alors, conditionner le soutien de l'État, c'est-à-dire subventions, emploi aidé, au respect de la laïcité. Par exemple, faire signer une charte pour toucher les allocations. Pour ou contre? Oui, je suis pour toutes les propositions de Clavreul. Alors, sur celle-là en particulier, c'est un peu comme les conditions générales d'utilisation, en fait, ça n'engage à rien. Non, mais c'est bien ces conditions, c'est comme quand on a décidé de mettre la charte de la laïcité dans les écoles. Donc, mais tout ce qui est charte, etc., ça n'engage vraiment à rien. C'est-à-dire que de la même manière que quand on proposait à des gens de voter aux primaires et sur du déclaratif dire oui, j'adhère aux valeurs de la gauche ou de la droite, ça n'engage strictement à rien. Si, je pense qu'il y a une forme de contrat, chacun avec soi. La Constitution, c'est à la fois des proclamations de principes et ensuite c'est des règles de droit. Donc vous devez utiliser la proclamation des valeurs et des principes.
et ensuite les faire appliquer par les règles de droit. Donc je pense que les deux vont de pair et que l'idée du contrat, de l'engagement, c'est pour ça que je suis favorable à un grand service civique obligatoire. Même si c'est pas très populaire dans la jeunesse, je n'ai pas encore très bien compris ce que c'était. Justement, qu'est-ce que vous imaginez, vous, dans l'idéal? Dans l'idéal, moi je pense à l'obligation du service civique. Je pense à des formes d'engagement qui sont différenciées dans le temps, qui tiennent compte évidemment des études, mais de l'engagement, d'ailleurs vous en avez dans une école comme une forme d'engagement. Donc moi je crois, voilà, vous donnez plusieurs semaines, plusieurs mois dans l'année à des engagements associatifs, de soutien scolaire. D'autres peuvent décider d'un engagement qui a un caractère plus dans la gendarmerie, dans la police, dans l'armée ou dans les sapeurs-pompiers. Voilà, on peut trouver, il faut de la souplesse, mais je pense au caractère nécessaire, au caractère obligatoire pour toucher une classe d'âge, c'est-à-dire 500 à 600 000 jeunes, garçons et filles, qui s'engagent. Dans le rapport Clavreul figure également la formation de tous les agents de l'État à la laïcité d'ici à 2020. Comment ça se fait que ce ne soit pas déjà le cas? Non, c'est déjà très engagé, hein. Et y compris, il y avait des universités qui organisent des cours pour cela. Donc ça a été fait pour les enseignants, c'est fait dans la formation des enseignants, c'est beaucoup fait dans les services publics. Il y a eu un énorme travail qui a été fait par le gouvernement pour les travailleurs sociaux, avec notamment la question de la culture du secret, hein, pour mieux partager l'information tout en tenant compte évidemment de la confidentialité, du serment d'Hippocrate pour les médecins, du travail des assistantes sociales. Mais ce travail, c'est ce que veut dire Gilles Clavreul, il doit être poursuivi et il concerne 5 millions de fonctionnaires au moins. Et il n'y a pas que des fonctionnaires qui sont concernés. Alors nous arrivons bientôt au terme de ce débat, qui sera suivi des questions du public que nous vous demandons de bien vouloir préparer. Manuel Valls, une toute dernière question donc avant de passer aux questions du public. En 2011, vous publiez un abécédaire de l'optimisme dans lequel vous écriviez, je cite, « Crise économique, chômage de masse, malaise démocratique, réchauffement climatique, horreur terroriste, insécurité. L'horizon est si sombre qu'il faut être fou ou d'une naïveté indécrottable pour proposer un abécédaire de l'optimisme. Mais c'est tout le contraire, l'optimisme, c'est le devoir de l'action. » Et ça, c'était il y a 7 ans, c'était avant Daesh, c'était avant Mohamed Merah. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez toujours souscrire à cet optimisme qui paraît presque naïf, en fait, aujourd'hui? Est-ce qu'on peut encore être optimiste en 2018? Est-ce qu'il y a encore des raisons d'être optimiste? Je crois, moi je suis un optimiste, même si mon propos ne le démontre pas toujours. Je viens d'en faire la démonstration il y a un instant, parce que je crois en l'homme, parce que je crois dans la beauté de la culture, parce que j'aime la langue française, parce que j'aime mon pays, parce qu'il y a des ressorts. Donc il faut être optimiste. D'ailleurs, c'est la seule manière. L'optimisme, c'est la lucidité aussi, et c'est de sortir de l'insouciance que j'évoquais aussi. Mais on a besoin d'une forme d'optimisme. C'est d'ailleurs une des forces de Macron dans cette histoire, c'est qu'il a, par sa personnalité, une forme de rayonnement personnel, il a donné envie aussi, ce que peut-être nous n'arrivions plus à faire. Il faut le reconnaître. Mais oui, il faut. Peut-être que je n'écrirai pas les choses de la même manière avec ce que j'ai vécu au cours de ces 5 dernières années. Mais quand même, il faut de la volonté et de l'optimisme. Sinon, je ne serais pas là. Sinon, je ne serais pas avec vous. Ou sinon, je serais uniquement pour commenter le passé. Mais reconnaissons que les défis sont considérables pour nous, et notamment au plan européen, et avec, pour l'Europe, des rendez-vous essentiels. Vous savez, avec en quelques mois, nos 2 principaux alliés qui prennent des décisions qui sont, d'un point de vue historique, essentielles. Hein. L'Angleterre qui part, la Grande-Bretagne qui part de l'Union européenne, et les États-Unis qui se donnent un président qui sort quand même d'un système multilatéral, ça nous oblige, nous, l'Europe et donc la France, à prendre des décisions, à serrer les coudes et aller de l'avant. Mais voilà, c'est en tout cas l'optimisme de la raison, l'éthique de responsabilité, sont pour moi toujours mes guides intellectuels. Plus du courage que de l'optimisme. Non, mais c'est des valeurs, c'est des caractéristiques très, très, très différentes. Donc, on peut être optimiste mais pas être courageux, et courageux et pas être optimiste. Si on doit être les deux, oui, optimiste et courageux. Merci Manuel Valls pour vos réponses. Nous allons passer aux questions du public. Nous vous demanderons de bien vouloir vous lever, de vous présenter et de poser une question concise.
Pendant que le micro est en train de circuler, nous en profitons pour vous annoncer notre prochain débat avec Cédric Villani, député et lauréat de la médaille Fields, la semaine prochaine, dans exactement 7 jours. Et nous allons commencer par la question de la tribune. Bonsoir à tous, merci de m'accueillir pour la traditionnelle question de la tribune qui est partenaire des Mardis de l'ESSEC. Bonsoir Manuel Valls, ma question est simple, les chantiers de réforme s'accélèrent en ce presque printemps 2018. La réforme de la fonction publique est lancée, avec la possibilité évoquée par le gouvernement de faire des plans de départ volontaires, la réforme de la SNCF, l'évolution du statut des cheminots. 3 Français sur 4 viennent de dire qu'ils sont pour, d'ailleurs, la réforme de la SNCF. Donc ma question est à l'adepte du 49.3 que vous avez été. Que pensez-vous de la méthode Macron? A-t-il raison de parler ainsi aussi cash sur les réformes aux Français? A-t-il raison de tout mener de front au risque de connaître un mouvement social important au cours du printemps, voire jusqu'à l'été de cette année? Et en ce cinquantenaire de 1968, est-ce que la France est prête à une forme de révolution culturelle, à un changement profond et important qui avait probablement été trop longtemps retardé et que Emmanuel Macron semble incarner? Merci. Des réformes ont été menées au cours de ces dernières années. Je ne pense pas uniquement au quinquennat qui s'est achevé il y a quelques mois. Mais je suis favorable, moi, à cette accélération et à ce mouvement des réformes. Parce qu'Emmanuel Macron a été élu pour cela. Avec le risque, évidemment, des tensions, et des tensions sociales. Et moi, je pense qu'il faut réformer. Fait voter une loi déjà de réforme de la SNCF, il faut sans doute aller plus loin. Donc je n'ai pas de problème sur la réforme par ordonnance du travail il y a quelques mois, ou sur celles qui peuvent concerner la fonction publique. J'y mets non pas des bémols, mais les principes suivants. Je pense qu'il faut être attentif quand même aux partenaires sociaux, et notamment aux syndicats réformistes. Le premier d'entre eux, la CFDT. Pour élargir mon propos, il faut respecter les corps intermédiaires. La démocratie, elle est vivante, elle vit avec les élus, les syndicats, les associations. Je sais que ce n'est pas toujours à la mode, mais attention à une société où le seul dialogue serait un dialogue direct entre le peuple et le chef de l'État. Ça peut créer des tensions et donc des blocages. Et le deuxième principe, c'est respectons aussi la fonction publique. Il faut des évolutions dans la fonction publique, territoriale, d'État ou hospitalière. Il faut évidemment des évolutions à la SNCF, surtout parce que les Français, notamment les Franciliens, et ceux qui prennent le RER A ou D en savent quelque chose, ont besoin de réformes et de financements nouveaux. Mais en même temps, la colonne vertébrale de ce pays, c'est l'État. Et l'État, ce sont les fonctionnaires. Et évidemment, depuis toujours, on aime bien se moquer des fonctionnaires, des parties du sport local. Enfin, les Français sont les premiers à réclamer des enseignants qui transmettent des savoirs et des valeurs, des policiers, des gendarmes pour les protéger, et saluent la qualité de l'hôpital public quand on a un gros pépin. Et quand il y a des inondations, la sécurité civile, les sapeurs-pompiers, ce sont aussi des fonctionnaires, ou en tout cas proches de la fonction publique. Donc il faut aussi respecter cette fonction publique. Il ne faut pas donner le sentiment que ce sont des privilégiés. Il y a des inégalités, les Français veulent une égalité entre le public et le privé, on peut parfaitement le comprendre et j'y adhère. Mais on a aussi besoin de respecter cette fonction publique et ses fonctionnaires. Mais voilà, au-delà de ces deux principes qui sont importants, j'adhère à ce mouvement de réforme. Il faut poursuivre, il faut bien l'expliquer. Et moi, je le soutiens, surtout quand, en plus, ils sont dans la continuité, où ils approfondissent, ils vont plus loin, ce que j'avais pu engager. Je ne vais pas dire le contraire de ce que je pense. J'aurais en fait une question. Vous parlez beaucoup de laïcité, de lutte contre l'islamisme radical, de lutte contre le terrorisme, et je suis totalement d'accord avec vous. Mais en novembre 2015, sur France Inter, vous aviez déclaré que l'Arabie Saoudite et le Qatar luttaient activement contre le terrorisme. Et aujourd'hui, on sait tous que l'Arabie Saoudite et le Qatar font tout sauf lutter contre le terrorisme. Donc ma question, c'est, n'est-ce pas en contradiction avec vos propres valeurs et vos propres convictions que de dire une telle chose? Et je profite de l'occasion que j'ai de vous adresser la parole pour vous dire un grand merci. Je suis tunisien et l'année dernière, en venant en Tunisie, vous avez fait un drôle de lapsus en écorchant le nom de notre président et ça nous a bien fait marrer. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, donc merci. J'oublie mes lapsus.
Et pardon si j'ai commis des lapsus ou écorché des noms, et surtout de ce pays ami qu'est la Tunisie. Le Qatar et l'Arabie Saoudite, mais ça je le répète, ont et portent une responsabilité dans les évolutions du monde et de l'islam de ces dernières décennies. Soit parce qu'il y a eu des financements, directs ou indirects, soit parce qu'il y a eu le rôle d'Al Jazeera en langue arabe, soit parce que la propagation du wahhabisme a changé la face de l'islam en Europe, mais surtout en Asie et en Afrique. Donc il y a une responsabilité de ces pays. Et en même temps, j'avais eu l'occasion de souligner, l'Arabie Saoudite était victime aussi du terrorisme. Et on pouvait se retrouver ensemble avec l'Arabie Saoudite et le Qatar à mener la lutte contre le terrorisme et Daesh. Mais il y a des ambiguïtés, incontestablement. Mais les deux sont vrais. Le problème, c'est qu'on ne peut pas rompre toute relation avec ces pays. Que ce soit Hollande ou Macron et leurs prédécesseurs, avec ces pays, nous tentons en permanence de les mettre dans la communauté internationale, de mener des combats contre le terrorisme, de participer, parce que nous parlons à tous, à l'Iran et à l'Arabie Saoudite, de l'équilibre du monde. Là, il y a une continuité de la politique française. Mais il ne faut pas nier les responsabilités, bien sûr, de ces pays. Et moi, quand je rencontrais les dirigeants, notamment les dirigeants saoudiens, celui qui n'était pas encore le prince héritier, qu'il est désormais, qui est en train de faire des réformes importantes, je ne sais pas comment les choses vont se terminer, en Arabie Saoudite, nous avions cette discussion aussi claire, leur rappeler quelle était leur responsabilité, voire leur ambiguïté. Elles viennent de loin, hein. Vous savez bien comment l'administration américaine a pu mettre en cause l'Arabie Saoudite au moment du 11 septembre. Merci pour ce débat. J'avais une question par rapport à la primaire citoyenne que, lors de votre audition avec Benoît Hamon, vous défendiez l'idée d'un revenu décent pour les jeunes notamment. Et il était notamment opposé à celui, au revenu universel d'existence de Benoît Hamon, et qu'il était aussi basé sur la fusion des minima sociaux qui s'impose en ce moment en France. Et donc ma question est de savoir si la réforme des minima sociaux doit être faite, que ce soit par vous ou par quelqu'un d'autre, de par sa nécessité pour la France aujourd'hui. Il y avait deux, trois idées que j'avais défendues et que je crois toujours pertinentes. Il y en a une qui concerne le pouvoir d'achat, et je pense qu'on a fait une erreur en 2012 de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Je pense qu'il y a une demande de pouvoir d'achat dans notre société, et je me réjouis que le gouvernement ait annoncé qu'il allait mettre en œuvre en 2019-2020 cette réforme. Je souhaite qu'elle soit mise en œuvre le plus rapidement possible. Il y a la question des comptes publics et sociaux, donc défiscaliser les heures supplémentaires pour le pouvoir d'achat des salariés, mais ce n'était pas votre question. Et l'autre, je pense qu'il faut lutter avec encore plus d'acharnement contre la pauvreté. Parce que l'un des problèmes auxquels nous allons être confrontés, c'est que nous avons de la croissance, il y a un mouvement mondial de croissance, il y a la politique européenne qui va mieux, celle qu'a notamment soutenu le patron de la BCE, Mario Draghi, avec un euro moins fort et des taux d'intérêt extrêmement bas. Tout ça nous a favorisés. Et il y a les réformes que nous avons faites au cours du quinquennat précédent et qui aujourd'hui sont prolongées et amplifiées. Ça va dans le bon sens. On crée beaucoup d'emplois. Alors on a deux problèmes. Un, c'est qu'on ne trouvera pas toujours la main-d'œuvre qualifiée. Il y a ce gap entre la demande et l'offre qui me préoccupe. Et deux, c'est que vous pouvez avoir un accroissement des inégalités de la pauvreté. Les travailleurs pauvres, les petits salaires, etc. Dans la fonction publique comme dans le privé. Il faut lutter contre cette pauvreté. Quand nous étions au pouvoir, nous avons augmenté le RSA régulièrement, des plans de pauvreté évidemment très importants avec le monde associatif et les organisations caritatives. Et moi je crois beaucoup à cette idée de revenu décent, qui est aussi bien portée par Louis Gallois, la tête des grandes organisations caritatives, ou qui était portée par Chérec, l'ancien patron de la CFDT, qui avait rédigé une note pour Terra Nova, qui s'éloignait bien sûr totalement de ce que proposait Benoît Hamon, même si c'est un débat intéressant, mais qui était loin de ma conception du travail, mais qui consiste là, pour ce qui concerne mon idée, à fusionner les revenus et les minima sociaux, à évidemment toujours garder ce lien avec l'emploi, avec le travail, avec la formation,
Et ça me paraît plus que jamais nécessaire et indispensable. Je le rappelle ici, mais j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler au gouvernement, et j'espère que cette réforme sera véritablement engagée, surtout qu'on a tous les éléments pour le faire, pour expérimenter. On a le rapport de Terra Nova, on a le rapport de Daniel Percheron au Sénat, il y a une expérimentation menée dans la Gironde, d'autres départements sont en train d'y travailler, donc il faut y aller, il faut regarder, il faut expérimenter, peut-être aller plus loin demain, mais je pense qu'on a besoin de ce type d'outils pour aider, pour soutenir ceux qui sont plus en difficulté, et en même temps pour insérer et former par rapport à l'évolution du marché du travail. Merci d'être présent ce soir. Vous vous posez en défenseur des valeurs de la République, donc la liberté, l'égalité, la fraternité. Néanmoins, à cela, vous opposez le soutien des arrêtés municipaux de l'été 2016. Vous soutenez fermement votre projet d'échange de nationalité. Et enfin, vous parlez d'ennemis de l'intérieur. De fait, de nouveaux hommes de gauche comme Stéphane Le Foll ou encore Benoît Hamon vous accusent de diviser les Français. Qu'avez-vous à répondre à ces accusations? Donc bonsoir Benoît, bonsoir Stéphane. C'est des choses très, très, très différentes. Alors là, je ne peux pas faire une réponse courte, mais sur la déchéance de la nationalité, je connais parfaitement les tenants, les aboutissants du débat. Mais moi, je rappelle tout simplement que le ministre de l'Intérieur peut déchoir de la nationalité aujourd'hui des binationaux. Nous l'avons fait avec Bernard Cazeneuve. Quelques personnes ont été déchues de la nationalité pour des faits de terrorisme. Ce qui n'a pas marché, c'est que les binationaux qui n'avaient rien à se reprocher, rien à voir avec le terrorisme, ont pu comprendre que cette loi qui s'appliquait au terrorisme pouvait éventuellement s'appliquer à eux, que c'était une porte ouverte à ce débat. Mais moi, je n'ai aucun problème, je le dis, je le répète, à ce qu'on déchoive de la nationalité des gens qui prennent les armes contre leurs propres compatriotes et qui mènent une guerre à travers le terrorisme. D'ailleurs, les Français approuvaient largement cette manifestation. Je comprends le débat, nous l'avons eu à l'Assemblée. D'ailleurs, la loi, finalement, qui a été votée à la majorité qualifiée à l'Assemblée nationale, étendait la déchéance de nationalité, la possibilité à tout le monde, et donc pas qu'aux binationaux. Bon, c'est pas allé jusqu'au bout, ça a fracturé la gauche incontestablement, mais je continue de penser que ce dispositif correspondait à quelque chose. Enfin, sur le reste, il y a quelque chose, moi, qui me paraît toujours essentiel, hein. C'est la dignité de la femme, hein. Et que dans la possibilité, la libération, l'émancipation, ce que j'appelle le nouveau féminisme, ça reste un combat pour les hommes de progrès, pour les hommes et les femmes de progrès, pour les progressistes, pour les républicains, qu'ils soient de gauche ou de droite. Et donc, oui, je pense qu'il y a des formes de revendications politiques aujourd'hui qui sont portées, qui me gênent et qui, pour moi, sont des régressions pour les femmes. Alors, on a le droit de les porter, bien évidemment, mais je continue de penser que c'est une régression pour la femme. C'était vrai pour le burkini, c'est vrai pour le voile, voilà. Surtout quand en Iran, il y a des femmes qui se battent pour l'enlever, voilà. Alors qu'on ne peut pas interdire le voile, mais au burkini. Mais si on m'explique que c'est un progrès pour la liberté et pour les femmes, bah, vous me trouverez devant pour dire non, ce n'est pas un progrès pour la liberté et pour les femmes. Je me rappelle que quand il y avait ce débat sur le burkini, il y avait plein d'affiches dans Paris qui célébraient l'anniversaire du bikini. Bon, voilà. Moi, je suis plutôt bikini plus que burkini. Voilà, c'est comme ça. Il y a quelques instants, vous nous parliez de votre attachement aux chartes, aux contrats, aux engagements. Lors de la dernière primaire de la gauche, vous avez signé une charte vous engageant à soutenir le candidat de la primaire et à justement le soutenir publiquement. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous n'avez pas tenu cet engagement-là et est-ce que cela ne pose pas un problème de crédibilité? Non. Non, j'assume. J'assume totalement le choix qui a été fait. Je comprends parfaitement la question, on l'a posée 10 000 fois depuis lors. Le grand paradoxe, vous savez, c'est la meilleure réponse, hein, c'est que les deux finalistes de la primaire ont quitté le Parti socialiste quelques mois après. Ça veut dire qu'il y avait quelque chose qui était quand même déjà profondément détruit, presque de malsain. Cette primaire
était absurde en soi, absurde que le président de la République sortant ait accepté l'idée qu'il puisse être candidat de nouveau à travers une primaire. Finalement, il l'a pas été. Cette primaire a été organisée pour condamner le quinquennat et la législature. Cette primaire a abouti à détruire la gauche réformiste. Et donc, face à mes responsabilités, oui, je ne pouvais pas, moi, suivre quelqu'un qui était en train de détruire le réformisme, l'idée que je me faisais de la gauche. Et, par ailleurs, je voulais éviter un deuxième tour Fillon-Le Pen. Voilà, et c'est mes choix. Donc, je comprends parfaitement qu'on puisse s'en étonner, me critiquer, mais moi, je voulais me regarder dans le miroir, et c'était pour moi beaucoup plus important que de favoriser l'avenir de la France et non pas un courant politique qui était en train de mourir. Merci Manuel Valls pour cette discussion très, très riche. Nous vous invitons désormais à vous diriger vers la cafétéria ou des rafraîchissements. Un mot, merci d'abord, avant d'aller à la cafétéria. J'ai trouvé que c'était très lourd comme ambiance, enfin, les sujets, hein, pas les questions. Hein. C'était bon, ça montre qu'il y a de la gravité. Et merci de me permettre d'expliquer, de répondre à des questions et de penser qu'au fond, il y a des valeurs, il y a des idéaux, il y a des idées, il y a des projets qui restent toujours profondément d'actualité. Mais n'oubliez pas ce que je suis. Moi, je suis un patriote. Hein. Je suis un républicain et je suis un progressiste. Et c'est comme ça que je me définis. Et ça reste des définitions plus que jamais importantes dans le monde d'aujourd'hui. Un grand merci pour votre attention.